Bientôt une zone industrielle et un projet national de volontariat en Côte d'Ivoire. Des décisions prises hier au cours du Conseil des ministres. Les temps forts dans quelques instants. Les passerelles sur l'échangeur de la Riviera 2 sont bien là pour les piétons, pour leur sécurité, mais ils préfèrent la chaussée au risque de leur vie et vous allez le voir dans quelques instants. Bienvenue à tous. Le gouvernement annonce l'ouverture d'une nouvelle zone industrielle au PK24, le lancement d'un programme national de volontariat ainsi que la poursuite des opérations de déguerpissement dans les forêts classées. Décision prise hier au cours du Conseil des ministres. La synthèse de cette réunion avec Jérôme Kofi Aboulé. Les membres du gouvernement au palais présidentiel ce mercredi à l'appel du Conseil des ministres hebdomadaire. Avec eux, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour plancher sur divers sujets ayant trait au développement de la Côte d'Ivoire. On retient des mesures prises en conséquence, celles relatives à la mise en place d'un programme national de volontariat en Côte d'Ivoire et celles portant modification de loi sur les forêts classées. Ce décret, donc du 15 mars 1978, prévoit les domaines forestiers de l'État, définit les modalités de leur gestion et surtout organise les conditions de déclassement des forêts, notamment en vue de leur mise en valeur agricole. Il se trouve que dans cette annexe 2, il y a une phrase qui malheureusement est objet de plusieurs interprétations. Donc la modification qui est faite ici permet de mettre fin à cette confusion. Ainsi, les forêts donc, du domaine forestier permanent de l'État et du domaine forestier rural de l'État conservent leur statut de forêt classée et de site protégé de l'État. Toutefois, les forêts classées du domaine rural de l'État, qui feront l'objet d'un plan d'aménagement agricole, seront, j'insiste bien sur le terme, seront déclassées progressivement au moment de la mise en valeur de ces plans. La communication suivante est faite au titre du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Elle est relative au projet d'appui à la mise en place de ce qui s'appelle le programme national de volontariat de Côte d'Ivoire. Ce programme vise prioritairement à améliorer l'employabilité des jeunes, renforcer chez ces derniers l'esprit de solidarité, renforcer chez eux l'esprit d'entraide, améliorer les capacités de la société civile. Et cela même peut aller jusqu'à permettre plus de cohésion entre nos jeunes qui vont être amenés à travailler ensemble sur des projets d'intérêt public. Le Conseil a aussi fait le point de 2 visites hors de la Côte d'Ivoire. D'abord, celle du président de la République au Ghana et au Nigeria, respectivement pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le virus Ebola ainsi que la situation au Burkina Faso et l'inauguration du stade international d'Ibom. Ensuite, la visite du Premier ministre l'ayant conduit en Inde pour parler des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. En économie nationale, la BCEAO recommande l'équilibre du solde de la balance de paiement. Il faut dire que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a publié hier la balance de paiement au titre de l'année 2012, un solde négatif de plus de 163 milliards de francs CFA. Et c'était à l'occasion de la journée de diffusion des comptes extérieurs que la BCEAO a organisée à son siège. Adama. C'est l'heure du bilan des transactions financières et commerciales entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur. En 2013, le compte courant de la balance des paiements du pays a affiché un déficit de 163,7 milliards de francs CFA. Le compte courant représente la différence entre le revenu national disponible et les dépenses de consommation et d'investissement d'une économie. Le déficit enregistré par la Côte d'Ivoire est symptomatique d'une économie en pleine croissance du fait d'une grande proportion à importer des biens d'équipement servant aux investissements. N'empêche, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a identifié 2 grandes mesures pour inverser la tendance dans le long terme. C'est pourquoi, dans le cadre du PND, il est demandé premièrement d'augmenter les revenus par un accroissement de la transformation des produits, une augmentation des ressources de l'État à travers des dispositions fiscales et une baisse des taux d'intérêt des banques pour favoriser le crédit.
La seconde mesure porte sur la réduction de l'absorption. Dans ce schéma, il est recommandé une maîtrise du train de vie de l'État par les dépenses de fonctionnement et les subventions. À cela s'ajoute la baisse des charges de production et de consommation intermédiaires par le secteur privé. Pour le ministre en charge de l'économie et des finances, Niali Kaba, le compte courant est un outil d'analyse conditionnant des décisions de politique économique. Aussi a-t-elle lancé un appel au secteur privé pour fournir à temps les informations nécessaires afin de dresser un bilan précis des entrées et sorties d'argent en Côte d'Ivoire. Le développement frappe aux portes des villages Atchan et Akie du district d'Abidjan. Le président Alassane Ouattara a dégagé la somme de 53 milliards de francs CFA dans le cadre d'un programme spécial pour les villages des sous-préfectures, donc d'Anyama, de Benjerville, de Songon et ceux des communes d'Abidjan. L'annonce a été faite hier par le gouverneur Robert Begré-Mambé. Le compte rendu de Douad Lazer. 53 milliards de francs CFA pour le bitumage des routes, la réhabilitation des écoles, l'adduction en eau potable et l'électrification de tous les villages ébriés du district d'Abidjan. Ce fonds mis à la disposition du district d'Abidjan par le président de la République, Alassane Ouattara, va permettre de désenclaver plus de 100 villages Akie et Atchan qui souffrent du manque d'infrastructures socio-économiques depuis plus de 10 ans. Quand on complète cela par le dispositif qui a été mis en place, ils ont tout de suite compris la relation entre ce que fait le président de la République pour eux et sa vision pour 2020. Pour les autorités coutumières et les chefs des communautés Atchan et Akie, c'est un rêve qui devient une réalité. C'est tout un honneur pour nous, parce qu'il y a longtemps que nos villages souffrent. Aujourd'hui, pour arriver même dans mon propre village, il n'y a pas de route. D'entendre que bientôt mon village sera bitumé, je ne peux que sauter de joie. En tout cas, je dis merci au président de la République pour cet acte fort. Il y a longtemps que nous attendions ça. Quand on parle de développement et les moyens qui les accompagnent, c'est une grande joie pour nous, les chefs. Et nous lui sommes très reconnaissants. Il faut que les chefs soient partie prenante. C'est en état de collaboration que cela va se passer. La route précède le développement. Cette vision du président de la République sera donc traduite en actes dans les villages du district d'Abidjan d'ici fin 2015. Déjà, les travaux ont démarré dans certaines localités pour le bonheur du peuple ébrié qui aspire à l'émergence, prôné par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamia Kona, a annoncé mardi le début de l'inscription de plus de 68 000 nouveaux bacheliers pour l'année académique 2014-2015. La rentrée est prévue pour le 1er décembre et les inscriptions ont débuté hier. On fait le point avec Kone Pagasoro. Plus de 3 mois après la proclamation des résultats du baccalauréat 2014, les 68 009 nouveaux bacheliers pourront regagner à partir du 1er décembre 2014 les amphithéâtres des universités publiques. L'assurance a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les étudiants de l'enseignement supérieur public seront orientés selon leur capacité intellectuelle. Cette année, 35 000 étudiants sur les 68 009 nouveaux bacheliers seront orientés dans les établissements supérieurs publics. Les 32 992 autres seront répartis dans les grandes écoles privées. Des dispositions sont prises selon le ministre Nyamia Kona en vue de solutionner les problèmes d'espace et d'infrastructures physiques. Nous avons décidé d'utiliser donc les technologies de l'information pour réduire la pression sur les infrastructures physiques. C'est-à-dire, au lieu de faire 5 cours en amphithéâtre, peut-être avec l'enseignement à distance, on ne fera finalement qu'un seul cours. Occasion pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'indiquer le site sur lequel les fondateurs des différents établissements des universités privées pourront apporter des informations sur les filières dont ils disposent. Il s'agit du site mesrs.edu.ci/info-6GEUPCI. Pour s'inscrire, choisir leur filière d'orientation et université, les étudiants, eux, sont invités à se rendre sur le site orientation.étudiant.edu.ci. Les étudiants des universités publiques auront le choix entre 58 filières et ceux du privé 26, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Eux, leur mission, c'est d'assurer la planification, l'attribution et le contrôle des fréquences radioélectriques. Les agents de contrôle de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques viennent de prêter donc serment. L'AGF se dit désormais outillé à jouer son rôle de gendarme de l'utilisation des fréquences radioélectriques. Franck Kouadio. Le 21 mars 2012, l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques AIGF est créée. Principale mission: planifier, attribuer des bandes aux affectataires. Quand on a fini d'autoriser, il faut avoir les moyens de contrôle. D'aucuns diront, mais si quelqu'un utilise mal, mais il faut couper. Les fréquences, ça ne se coupe pas à distance parce qu'on ne voit pas. Il faut avoir accès à l'équipement. C'est donner la possibilité, avec collaborateurs, d'accéder à ces équipements-là. Et pour mener le bateau à quai, un conseil d'administration, une direction générale et des agents chargés du contrôle des fréquences radioélectriques. Ces derniers, une quarantaine, viennent de prêter serment au tribunal du plateau. Aujourd'hui, vous savez qu'avec l'avènement des nouvelles technologies de l'Internet, donc le spectre est devenu de plus en plus rare. Donc il faut s'attendre très souvent donc, à des infractions et nous sommes tenus de contrôler tout cela. Ma tâche, c'est d'être le premier policier des fréquences, donc de contrôler l'utilisation des fréquences, de contrôler la conformité des sites, de contrôler la conformité de l'usage que les gens font des fréquences par rapport aux licences, par rapport aux autorisations qu'on leur donne. Ces gendarmes régulateurs du secteur des fréquences radioélectriques, désormais assermentés. Satisfait ici donc pour le président du conseil d'administration, les choses se mettent en place. Ces agents vont nous permettre de veiller à la bonne utilisation des fréquences que nous attribuons aux opérateurs. L'AIGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, est une société d'État. Elle veille aussi à l'application des conventions et traités internationaux dans le domaine des radiocommunications. Il y a 3 ans, le plan d'action de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a été exécuté. La Comnat ALPC marque un arrêt pour faire un état des lieux et c'est à Yamoussoukro. Le bilan est jugé positif, nous dit Alvorassa qui va nous proposer son reportage ce soir. La conférence interafricaine de prévoyance sociale forme ses membres sur la gestion des risques. 5 jours de formation à Abidjan. Objectif, mieux maîtriser les outils de gestion en matière de sécurité sociale en Afrique. Serge Kolia. Cette formation a permis à des responsables en charge d'audit interne dans les organismes de prévoyance sociale de se familiariser avec les notions de cartographie des risques. Avec la quarantaine de participants, membres de la CIPRES, la conférence interafricaine de prévoyance sociale, les formateurs de la Caisse centrale de la Mutualité agricole de France ont passé en revue les éléments essentiels de gestion des risques. L'objectif a été atteint et qu'au sortir de ce séminaire, nous sommes tous imprégnés, n'est-ce pas, des mécanismes et des méthodes adaptées pour identifier les risques, les mettre, n'est-ce pas, en quarantaine et puis poursuivre les objectifs de l'institution. Il faudrait approfondir cette formation au sein de nos institutions avec les réalités de chaque pays et de chaque organisation. Au terme de ces 5 jours de travaux, le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires sociales et le directeur général adjoint de l'IPS Ségraeux ont salué cette formation tout en invitant les participants à faire bon usage de toutes les notions apprises. La CIPRES est la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Elle a été créée en 1993 à Abidjan. Sa mission, fixer les règles communes de gestion et élaborer des propositions visant à l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes et aux régimes de prévoyance sociale. À Bengourou, après les autorités préfectorales, ce sont les forces de l'ordre qui viennent d'être formées sur la protection des enfants contre les violences sexuelles. Il s'agit d'impliquer davantage les forces de l'ordre dans la lutte contre ce fléau, nous dit Roger Kouakou et Thérèse Tapéoboué. Selon les chiffres fournis par Vision Nouvelle, une organisation non gouvernementale locale, la région de l'Indénié-Diablé a enregistré en 2013 348 cas de grossesse précoce chez les jeunes filles dont l'âge est compris entre 13 et 17 ans, ainsi que 21 cas de viol. 85 cas de violences sexuelles ont été par ailleurs dénombrés
par le service de santé scolaire et universitaire d'Abangourou. En organisant ce séminaire de formation au profit des forces de l'ordre en service dans la région, Save the Children à Bangourou entend leur donner les armes nécessaires pour lutter efficacement contre ce fléau. Au cours des 2 jours qu'a duré cette formation, les participants, notamment les militaires, gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux et forêts, ont été instruits sur les causes et les conséquences des violences sexuelles faites aux enfants. Ils ont également vu leur capacité renforcée en matière de prise en charge des enfants survivants de violences sexuelles. Les forces de l'ordre ont par ailleurs identifié des stratégies d'autoprotection et de prévention contre ce fléau. Le secrétaire général 1 de la préfecture d'Abangourou a salué l'initiative des responsables de Save the Children à Bangourou qui vise à assurer une meilleure protection de la santé physique et psychologique des enfants de la région de l'Indénié du Ablé. En image au Mali, les autorités s'efforcent de contenir l'épidémie d'Ebola après plusieurs décès de ressortissants guinéens à Bamako. Sur l'ensemble des pays touchés, la maladie a dépassé le cap de 5000 morts. Et vous allez le voir, cet élément qui montre bien l'indiscipline des piétons. Vous le savez, les passerelles ou ponts piétons ont été faits pour leur sécurité, mais ils préfèrent plutôt la chaussée. Les piétons prennent d'énormes risques au quotidien. Le constat a été fait à la Riviera 2 par Patricia Oumouetia. Ils sont de plus en plus nombreux à braver le danger et à oser traverser le boulevard Mitterrand. Ces piétons qui jouent à la roulette russe n'ont souvent pas conscience du risque qu'ils prennent. On n'a pas envie d'aller marcher là-bas pour traverser ici facilement. C'est pourquoi ils sont traversés ici. Je pensais marcher par aller de l'autre côté, j'ai vu que c'était trop pour nous, donc j'ai préféré qu'on traverse ici en même temps. Nous ne savons pas qu'il y a un pont piéton là. Franchement, nous sommes de la commune de Yopougon. Une passerelle est pourtant érigée sur l'échangeur de la Riviera 2. Les piétons l'utilisent de manière relativement faible. La majeure partie des piétons s'agrippent à la traditionnelle et dangereuse épreuve de la traversée de cette voie réservée uniquement aux véhicules. J'emploie le pont piéton parce que comme c'est dit, c'est un pont piéton. Là-bas, c'est réservé aux voitures et ici, donc je préfère passer ici parce que c'est plus sécurisant. Des centaines de personnes s'adonnent à cette pratique dangereuse. Une traversée perpétuelle qui a fini par donner une autre image aux gardes fous. Les piétons continuent à s'exposer aux risques en traversant la chaussée devant des véhicules qui roulent à vive allure. La traite des personnes ternit l'image de la Côte d'Ivoire. Message d'Anne Désiré Ouloto. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a indiqué que le gouvernement cible 3 pays pour lutter contre cette pratique. Information portée à la connaissance de la presse et du comité opérationnel de lutte contre la traite des personnes et particulièrement celle des jeunes filles. Serge Gongomé et Eric Goré. Les représentants des ministères et ceux de la société civile et religieuse étaient autour de la ministre Anne Désiré Ouloto pour la mise en place du comité technique national de lutte contre la traite des personnes et particulièrement celle des jeunes filles dont l'ambition est de trouver une vie meilleure hors de nos frontières. Une stratégie du plan d'action de lutte contre la traite des personnes. L'adoption de l'avant-projet de loi relative à la lutte sont entre autres les grandes lignes de cette rencontre. Selon Anne Désiré Ouloto, il faut une mobilisation des forces vives de la nation pour freiner ce phénomène en Côte d'Ivoire et dans certains pays où une mission sera conduite pour lutter contre le fléau et apporter un soutien aux Ivoiriens qui en sont victimes. Ce sont des pratiques très graves. C'est la raison pour laquelle Madame la Première Dame s'est engagée à soutenir l'action du gouvernement en nous faisant profiter donc de son leadership. Le représentant du ministère de l'Intérieur, quant à lui, demande une collaboration de la population pour mettre en déroute les auteurs de cette forme d'exploitation. Le fait d'exploiter ces jeunes filles veut dire qu'on est complice des actes qui sont dirigés contre ces jeunes filles-là. Pour la population et dans les quartiers, il faudrait vraiment signaler des cas vraiment qui se présentent à eux. Un plan d'action sera présenté à la Première Dame de Côte d'Ivoire, présidente d'honneur du comité de lutte contre la traite des personnes, avant d'être soumis en Conseil de ministres. Le programme présidentiel d'urgence PPU vient d'électrifier le village Peyanka, regroupement de 16 villages dans la commune de Sinématiali. La cérémonie de mise sous tension s'est déroulée en présence de Yenema Mamadou Koulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Reportage sur Corona, commentaire Kwadjoukwame.
Peñaka, regroupement de 16 villages, communauté cinématienne. Peñaka est désormais connecté au réseau électrique national. Un rêve longtemps caressé est devenu une réalité grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. L'ouvrage a coûté plus de 170 millions de francs à l'État de Côte d'Ivoire. La réalisation a été remise officiellement aux populations de Peñaka. Les cadres et les populations de Peñaka ont exprimé leur gratitude et reconnaissance au président de la République qui a rendu possible le projet d'électrification du village. Le programme présidentiel d'urgence PPU a conduit à l'électrification de Peñaka à la grande satisfaction de toutes les populations qui ont désormais la possibilité de varier leurs activités génératrices de revenus et d'améliorer leur quotidien. Aujourd'hui, nous sommes à l'aboutissement d'un projet qui nous était cher, celui d'apporter la lumière à ce village. Nous pensons que leur apporter la lumière, c'est les éloigner des actions nocives, c'est encadrer la jeunesse, c'est favoriser le développement. La représentante du ministre de l'Énergie et du Pétrole a rappelé aux populations que l'électrification de leur village rentre dans la politique du président Alassane Ouattara qui est d'électrifier tous les villages peuplés de plus de 500 habitants. Tess Fatimata a exhorté les habitants de Peñaka à s'acquitter de leurs factures d'électricité afin de permettre à d'autres localités de bénéficier de cet outil de développement et de lutte contre la pauvreté. Peñaka est peuplé de plus de 2500 âmes. Le village a une école primaire de 6 classes. Cependant, ce regroupement de 16 villages ne bénéficie pas de l'adduction en eau potable et ne dispose pas de centre de santé pour le soin des populations. En bref, sachez que c'est aujourd'hui que commence à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro les réflexions sur la pensée philosophique de paix du président Félix Houphouët-Boigny ainsi que les hommages au président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, ses héritiers. Tout démarre par une exposition photo de ces illustres personnalités dans le grand hall de la Fondation. Ces artistes sont connus dans le monde entier. Le groupe Magic System célèbre ses 16 disques d'or à Abidjan, un concert inédit qui aura lieu le dimanche 30 novembre prochain et il est organisé en partenariat avec la RTI. Les enjeux de ce spectacle avec Serge Collia. Ils sont de retour sur les bords de la lagune Ébrié. Après une période de 9 ans jalonnée de succès sur les grands podiums internationaux, le groupe Magic System revient aux sources pour un spectacle à la dimension de la réputation interplanétaire du poids lourd du Zouglou ivoirien. Le mythique groupe Zouglou occupe le dimanche 30 novembre prochain le Palais de la Culture du Treichville pour un concert. 2 heures de spectacle non-stop avec un chrono réglé de 16h à 18h. C'est un grand retour de Magic System avec plus d'expérience parce que ceux qui viendront voir ce concert-là sauront le jour-là même qu'on a mis 9 ans pour apprendre, 9 ans pour se forger, 9 ans pour se former. On va donner un spectacle à la dimension de ce que les gens perçoivent de Magic System. Donc c'est vraiment quelque chose de fort que nous allons donner. C'est une grande messe, c'est une communion. En plus c'est un dimanche, donc c'est jour de prière. Les gens vont venir, on va prier et je promets, on va casser la baraque. C'est pourquoi on est là. Avec ses partenaires, notamment une maison de téléphonie mobile de la place et la RTI, le groupe Magic System invite le public ivoirien à venir fêter le 16e disque d'or de ces artistes qui, partis de rien, font partie aujourd'hui des artistes africains les plus cotés. Magic System promet tout simplement un show époustouflant le 30 novembre au Palais de la Culture de Treichville. Un mot de religion, le village d'Alangouanou, dans le département de Tiapoum, a abrité le lancement des activités de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Plus de 1000 fidèles ont répondu à l'appel qui avait pour thème 100 ans de fidélité visible de Dieu. Éric Goré et Serge Gangoumen. La cérémonie marquant le lancement des activités des 100 ans de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire dans le village d'Alangouanou a été meublée par une procession, des chants, des danses et une prédication. Des moments forts de cette cérémonie qui ont été suivis de la visite du premier bâtiment de l'église. Une action de foi pour ces fidèles chrétiens venus des différentes régions du pays.
Le président de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, le révérend Adouyed Jonas, dans sa prédication a appelé les chrétiens à une entente parfaite. Il a ensuite demandé au Tout-Puissant de protéger la vie des autorités de la Côte d'Ivoire. Merci pour votre ouverture d'esprit et pour ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il faut rassembler et non disperser. Et vous nous avez servi de Jean-Baptiste et vous nous avez permis d'être Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. D'autres activités sont prévues pour marquer d'une pierre blanche ce centenaire de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Les restes du célèbre écrivain ivoirien Amadou Kourouma, décédé le 11 décembre 2003 à Lyon, en France, ont été rapatriés hier soir à Abidjan, où ils seront définitivement inhumés vendredi au cimetière de Williamsville, selon la volonté du défunt. Kone Pagassoro, reportage. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est 20h ce mercredi. Veuve Christiane s'impatiente. Elle attend les restes de son défunt époux Amadou Kourouma, décédé le 11 décembre 2003 à Lyon, en France. 20h30, les restes du corps du célèbre écrivain ivoirien, arrivé une heure plus tôt, franchissent enfin le portail de l'aéroport. Là, attendent des parents, amis, proches, élus, guides religieux et membres du gouvernement. Selon Veuve Christiane, qui a vécu 45 ans avec l'ex-directeur de l'Institut international des assurances à Yaoundé au Cameroun, et 11 ans après son décès, il s'agit de rétablir son honneur en respectant sa dernière volonté. C'était son vœu de revenir ici, puis le vœu de la famille, et voilà. Donc ça se réalise aujourd'hui et on en est très très ému et très fiers. Et on remercie la Côte d'Ivoire. La dernière volonté d'Amadou Kourouma, celle d'être inhumé en Côte d'Ivoire, son pays, un vœu que le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement entendent réaliser. Cet événement est attribué au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a pris la décision et m'a recommandé de faire rapatrier la dépouille mortuaire de l'écrivain Amadou Kourouma. Avec sa veuve, Mme Kourouma, nous travaillons sur le sujet depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est chose faite. Au moment où le corps d'Amadou Kourouma revient en Côte d'Ivoire sur sa terre natale, je voudrais, au nom du ministère de la Culture, au nom du gouvernement, m'incliner de façon pieuse devant sa dépouille et lui dire toute la fierté que les Ivoiriens ont à l'avoir eu comme écrivain. Amadou Kourouma est auteur de plusieurs œuvres littéraires, entre autres Le Soleil des Indépendances, Allah n'est pas obligé, En attendant le vote des bêtes sauvages, Yacouba, chasseur africain. Temporairement inhumé à Lyon, en France, Amadou Kourouma sera définitivement inhumé le vendredi 14 novembre à 13h au cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.